Thursdays at 8 o'clock on NBC. Okay, come on, just tell me who they cast. They're going with Joey Tribbiani. Oh. I hate that guy. Le 6 mai 2004, les téléspectateurs assistent touchés et ébahis à la fin d'une des séries les plus cultes de l'histoire. Le dernier épisode de Friends est diffusé et le public s'apprête à dire au revoir à tout jamais à Chandler, Monica, Phoebe, Ross, Rachel et Joey. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait. En effet, quelques mois seulement après cet arrêt déchirant, survient une nouvelle série sur la NBC intitulée Joey, qui, comme son nom l'indique, se concentre sur le personnage de Friends. Les producteurs affirment que c'était le plan dès le départ. Mais encore une fois, c'est faux en fait. Ils sont d'abord allés voir Jennifer Aniston pour lui proposer de faire un spin-off sur Rachel, ce qui est plutôt logique puisqu'à ce moment-là, c'était le personnage le plus populaire de la série, mais elle a refusé parce que elle, son objectif, c'était de faire du cinéma. Puis après, ils sont allés voir Courtney Cox et Matthew Perry pour leur proposer de faire un spin-off cette fois sur le couple Chandler et Monica, mais tous les deux, ils en avaient plutôt marre de la série, ils voulaient passer à autre chose, donc ils ont aussi refusé. Finalement, ils se sont tournés vers Matt LeBlanc, qui a été rapidement emballé. A noter que Martha Kaufman et David Crane, les créateurs de Friends, n'étaient pas impliqués dès le départ, ce qui aurait pu être un signe. La première saison est donc diffusée en 2004 et les audiences ne sont pas catastrophiques, même si les critiques sont assez sévères. Après, il faut se remettre dans le contexte du raz-de-marée que représentait Friends à l'époque. C'était comme si aujourd'hui un spin-off foireux sortait sur un personnage de la Casa de Papel. Bref, les téléspectateurs vont malgré tout délaisser rapidement la série, ce qui va mener à l'arrêt de sa diffusion en plein milieu de la saison 2. Aujourd'hui, elle n'est pas vraiment considérée comme canon. Il y a de fortes chances pour que vous n'en ayez jamais entendu parler avant cette vidéo. Personnellement, j'ai appris son existence justement grâce à une vidéo américaine sur le sujet qui m'a rendu curieux d'aller la voir et même d'en parler. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir, c'est le Nerdstalgic, c'est vraiment super ce qu'il fait. Et je m'excuse d'avance s'il y a des petits points communs entre sa vidéo et la mienne, mais c'est simplement qu'on analyse et qu'on parle de la même série, donc forcément il y a des trucs qui se recoupent, mais promis, normalement c'est pas un copier-coller. Joey s'inscrit dans la longue lignée des suites de trop, des spin-offs inutiles, à côté de Solo, des Animaux Fantastiques ou encore de Venom. Mais alors, comment expliquer ce raté complet? Eh bien, j'ai réussi à me procurer la série et je l'ai regardée. Je pense avoir cerné le problème, ou en tout cas une partie du problème. Bon, tout d'abord, j'aimerais entrer en contradiction avec de nombreux avis que j'ai lus sur internet, selon lesquels Joey était une fausse bonne idée destinée à se planter depuis le départ. Parce que oui, les suites d'œuvres culturelles cultes sont toujours très complexes et très souvent ratées. Pour autant, je vois un intérêt dans le développement d'une série centrée sur le personnage de Joey. Tout simplement car c'est le personnage qui possède le moins de développement dans toute la bande de Friends. Chaque personnage de Friends, de Rachel à Chandler et même Phoebe avec sa mère ou encore son mariage, a le droit à un arc narratif l'amenant à évoluer. On pense évidemment aux deux couples Chandler et Monica et Rachel et Ross qui vont permettre de développer la psychologie et de les faire évoluer. Or, Joey finit la série exactement de la même manière qu'il la commence. C'est le pote bête mais gentil qui rêve d'être acteur mais n'y arrive pas et séduit toutes les femmes sans réussir à se poser. Cette storyline ne bougera jamais durant les 10 saisons, en dehors de l'arc affreux de la romance avec Rachel, qui est pour moi aussi peu canon que la série Joey. Donc en soi, faire une série pour permettre au personnage de s'exprimer différemment et de développer sa psychologie et le voir évoluer, pourquoi pas? Le synopsis n'est pas rédhibitoire non plus. Joey déménage à Los Angeles pour percer dans le cinéma. Ça permet de justifier l'absence de ses amis et également de le faire évoluer dans un univers un peu différent, mais tout de même ressemblant que celui de Friends. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans ce qui est pour moi parmi les meilleurs épisodes de Friends quand il va tourner un film à Las Vegas. Il vit son aventure seul, loin de l'équipe principale, mais il garde un petit lien avec eux et surtout, c'est fait avec parcimonie, donc c'est parfait. Et j'aurais adoré voir Joey dans la nouvelle série se faire de nouveaux amis, se remémorer des souvenirs de Friends, peut-être même percer dans le cinéma ou encore se poser avec la femme qu'il aime. Il a gardé pendant toute la série principale la mentalité d'un jeune adulte de 20 ans et ça aurait été intéressant de le voir se poser des questions à ce propos. Mais c'est clairement pas du tout ce que fait la série. En fait, la série non plus ne fait pas évoluer Joey. Pour vous dire à quel point, à la fin de la saison 1, il quitte une femme qu'il aime car il a peur de s'engager avec elle et manque de se faire virer de la série dans laquelle il a réussi à être engagé. La seule évolution est qu'il a complètement perdu son côté attachant, loyal et mignon qu'il avait dans Friends. Alors, comment ça se manifeste dans la série? Un des problèmes majeurs soulignés un peu partout réside dans les personnages secondaires.
Parce qu'en effet, Joey n'est pas seul. Il vit au quotidien avec une de ses sœurs, Gina, son neveu Michael, mais également sa voisine Alex ou même Bobby, son agent. On va essayer de les faire un par un. Tout d'abord, la voisine Alex, qui est probablement celle à qui j'ai le moins de choses à reprocher. Elle joue la voisine avocate, intelligente, dans un couple qui va mal, même si on sait dès le premier épisode qu'elle va finir avec Joey. Et évidemment, ça ne manque pas avec un retournement de situation totalement lourd qu'on voit venir à des kilomètres. Ensuite, Michael joue le neveu nerd geek puceau de Joey. Je veux dire, imaginez le pire cliché des nerds. En mode Cyprien avec Elise et Mou. Il est puceau, il est prêt à vendre ses parents pour aller à l'avant-première de Star Wars, il s'y prend mal avec les filles, il est super intelligent en maths, mais il comprend rien aux relations humaines. Il lui manque les lunettes et le zozotement, mais vous inquiétez pas, ils l'ont fait bégayer pour compenser. Ce n'est pas le pire personnage, mais il ne présente aucun véritable intérêt et n'évolue pas vraiment non plus. Pourtant, son côté gêné avec les filles aurait dû être l'occasion de scènes intéressantes avec Joey. Mais on a l'impression de revivre une mauvaise parodie des scènes de Friends où Joey donne des conseils de drague aux autres membres, notamment car ces scènes sont constamment gâchées par le personnage qui coule la série pour moi, Gina. Gina est la sœur de Joey. Et en dehors de l'absence totale de ressemblance physique, parce qu'apparemment c'était trop dur d'engager une brune dans un show qui comporte quasiment exclusivement des femmes blondes, en fait le personnage est tout bonnement insupportable. C'est juste une mère ultra protectrice, mais surtout extrêmement vulgaire. Genre, elle est introduite par des blagues sur le fait qu'elle ait fait refaire ses seins. Elle passe son temps à jurer, mal parler ou faire des allusions sexuelles. D'ailleurs, j'espère que YouTube laissera ma vidéo tranquille avec les extraits. Alors, non pas tant pour les droits d'auteur, parce que j'ai des doutes sur le fait que des gens veuillent revendiquer que cette série leur appartient et qu'ils en sont à l'origine, mais plutôt sur le nombre de décolletés indécents qu'on voit tout au long au moins de la saison 1. Gina est donc gênante, n'apporte rien à l'histoire et surtout n'est jamais crédible. Et ça aurait probablement été le pire personnage dans un monde où Joey n'avait pas une agent encore pire que celle dans Friends. Dans Friends, Joey a Estelle comme agent. Une vieille femme à qui on confierait pas grand chose, mais qui semble tremper dans les pires séries B. Et déjà que je la trouvais un peu gênante et caricaturale, mais alors Bobby, c'est la même, mais en pire, et surtout beaucoup plus longtemps. Mais surtout, on a l'impression d'une parodie d'Estelle qui était déjà extrêmement caricaturale. Et une sitcom se repose avant tout sur la qualité de ses personnages secondaires. Par exemple, The Office donne une place très importante aux personnages habituellement plus en retrait. Le problème, c'est que le personnage principal, s'il est attachant et intéressant, peut rattraper l'affaire. Or là, la série réussit l'exploit de rendre Joey détestable. Déjà, comme on l'a vu, il évolue très peu. Sauf qu'en plus, là où c'était un peu marrant de le voir ne pas comprendre certaines blagues ou faire le dragueur un peu lourd, le voir le faire pendant 25 minutes à chaque épisode, c'est juste plus drôle. Si dans Friends, les blagues finissent par devenir un peu redondantes sur la fin, dans Joey, les ficelles sont énormes et se voient à des kilomètres. Genre les blagues sur le fait qu'ils ne comprennent pas que c'est du second degré, ou encore qu'ils disent le contraire de ce qu'on attend de lui. Et finalement, on voit tout venir. Les blagues sont convenues et surtout, elles restent les mêmes du premier au dernier épisode. On a l'impression que la série est bloquée dans une boucle temporelle dont elle ne ressort jamais. C'est une forme de monstre de Frankenstein. Les producteurs ont pris une série à succès, ont décidé d'en extraire un élément un peu de manière aléatoire et de le tordre dans tous les sens de manière à pouvoir gratter quelques dollars dessus. Et je refuse d'être celui qui va faire la leçon en disant que le projet est pas bon car l'objectif est l'argent. Après, c'est vrai que pour le coup, là, c'est difficile de dire le contraire. Parce que dans ces cas-là, on peut se dire que la saison 10 de Friends, où les acteurs étaient payés plus d'1 million d'euros par épisode et que Jennifer Aniston par exemple ne voulait pas faire, a surtout été faite pour l'argent. Et pourtant, elle n'est pas si mauvaise. En parlant d'extraire, je me dois de faire un petit aparté sur le lien avec Friends. Il apparaît assez clair que la série commence là où Friends se termine. Chacun vit avec son petit couple, Joey se retrouve donc seul, obligé d'aller à Los Angeles, qui, je le rappelle, est à l'autre bout des États-Unis. On peut s'attendre à de la tristesse de quitter ses amis avec qui il était si proche ces 10 dernières années. En fait, il n'y fait même pas mention. Gina fait juste une blague sur le fait qu'il soit en couple avec Chandler, comme si on n'y avait déjà pas eu assez le droit dans la série originale, et à un moment, il fait référence à la fois où il est tombé amoureux de Rachel, qui, je le rappelle, est le pire arc de Friends. Toutes saisons confondues. Et c'est tout. Il n'y a pas un petit Chandler qui passe ne serait-ce qu'une petite tête. Ça aurait été super marrant en vrai. Il y aurait pu avoir des bonnes blagues par rapport à ça, ou même des références, ou même le fait qu'encore une fois, comme j'ai dit au début, qu'il puisse être triste d'avoir quitté ses amis avec qui il a vécu tant de choses et dont il aimerait simplement prendre des nouvelles. Pas d'apparition récurrente, ni même de caméo de la part d'un des membres de Friends. Quand on sait qu'aujourd'hui la tendance est un petit peu de critiquer l'omniprésence de fanservice de caméo, autant vous dire que là, c'est loin d'être le cas. Pas même un coup de fil de ses potes qui semble l'avoir bien vite oublié. Je trouve donc que Joey est un exemple parfait pour montrer à quel point un succès, quel qu'il soit, repose sur peu de choses, et le plus souvent sur un équilibre très difficile à maintenir.
Avec le recul, on peut avoir l'impression que Friends et son succès coulent de source, et que sa longévité également. Mais Joey est là pour nous rappeler que même avec un personnage populaire qui a marché pendant 10 ans, tout peut s'effondrer rapidement. Effectivement, Matt LeBlanc expliquera que c'était pas un mauvais choix de carrière puisqu'il en a tout de même tiré 1 million d'euros. Cependant, je trouve dommage qu'on ne se souvienne pas plus collectivement de cette série. Non pas pour sa qualité, je peux encore repasser 1 heure à critiquer les décors affreux et les moments où le public rigole alors qu'il n'y a même pas de blague, mais pour rappeler qu'un bon personnage et un bon univers ne constituent pas une bonne œuvre. N'est-ce pas Netflix et Disney? Évidemment, on prend tous plaisir à voir s'étendre un univers qu'on adore et à qui on a du mal à dire au revoir. Mais c'est souvent ce départ et cette séparation qui nous permet d'en avoir un souvenir parfait et intact et de nous faire mieux apprécier son revisionnage par exemple. J'adore regarder Friends et The Office car elles constituent un ensemble cohérent et délimité avec un début et une fin. Ajouter des spin-offs, des suites, des préquels, aussi bons soient-ils, risque de brouiller cette homogénéité qui nous attache à un élément culturel pour moi. En dehors de ceux intemporels évidemment qui continuent depuis la nuit des temps. Et c'est vrai que comme Joey, il y a plein de suites, spin-offs, préquels que j'ai préféré oublier et ne pas considérer comme canon. D'ailleurs, dites-moi lesquels sont les vôtres en commentaire, j'imagine que les Animaux Fantastiques ça va pas mal revenir, mais personnellement je pense même à toutes les suites des films d'animation Disney de direct ou DVD, ou même encore récemment Space Jam 2 ou X-Men Origins Wolverine. Et dans une certaine mesure, on peut même se poser la question de la place de la rareté aujourd'hui dans la pop culture. Après évidemment c'est une question qui est vraiment à approfondir, et aujourd'hui je voulais me concentrer sur la série Joey, mais si ça vous intéresse, je pense qu'on en reparlera dans une très grosse vidéo. Donc pour moi, Joey ne gâche pas Friends. Ça n'aurait aucun sens de dire ça, car pour moi il n'est simplement pas canon, il ne compte pas. Mais il a été oublié justement pour cette raison. Il vient gâcher un souvenir d'une série quasiment sans faute et cohérente. Et aujourd'hui, de plus en plus d'œuvres tombent dans ce travers, de la saison de trop, du spin-off de trop, du remake de trop. Ils essayent de raviver une flamme qui ne demande qu'à s'éteindre et à laisser derrière elle le souvenir d'une flamme rouge qui brille, et non celle de bouts de feu qu'on tente de réanimer de force pour pouvoir en profiter encore un petit peu.